Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez de très bonnes vacances. Moi c'est le cas étant donné que je suis partie en Corse, Singapour, Espagne. Je suis rentrée il y a 2 jours d'Espagne et je repars en Croatie dans une semaine. Oui je sais, c'est beaucoup de voyages cette année, mais c'est la seule année, l'année prochaine on part pas en vacances. Non. Du coup ça m'a laissé beaucoup de temps pour lire et je reviens aujourd'hui donc pour vous présenter un update lecture. Le premier livre que j'ai envie de vous présenter, c'est Le baiser de minuit de Lara Adrian. Alors je vous approche un petit peu la liseuse parce que je l'ai acheté sur ma liseuse. Alors j'ai pris ce bouquin puisque j'en ai entendu parler sur la chaîne de Moody Take a Book et l'auteur s'appelle Lara Adrian, comme mon prénom. Donc autant vous dire que j'avais envie de découvrir un petit peu cette saga, surtout que Moody Take a Book en parlait que en bien. Donc c'est l'histoire en fait de vampires. Et plus particulièrement de Gabrielle qui est une jeune fille tout à fait normale, hein, c'est pas du tout un vampire, mais qui va assister au meurtre d'un être humain par 4 vampires. Et dès lors elle va être observée par un autre vampire qui lui s'appelle Lucan Thorne. Donc malgré elle, elle va se retrouver complètement plongée dans cet univers de vampires dans lequel elle va donc rencontrer Lucan Thorne qui va se faire passer pour un flic, hein, parce qu'elle va d'abord se rendre au commissariat de police pour aller déclarer ce meurtre. Personne ne va la croire bien évidemment. Et du coup, Lucan Thorne lui va se faire passer par un policier pour se rapprocher d'elle et essayer de récolter, parce qu'elle a pris des photos, essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce qu'elle a vu, etc. Parce que Lucan Thorne fait partie d'une espèce de ligue de guerriers en fait qui est là pour protéger les humains en quelque sorte des renégats. Alors les renégats, qu'est-ce que c'est? Ce sont des vampires mais qui sont passés du côté obscur de la force, si je peux dire. C'est comme des drogués en fait, à force de trop prendre de drogue, et ben ils vont devenir drogués, mais au point de plus pouvoir se passer de la substance qu'ils prennent. Alors les vampires, les renégats, c'est exactement la même chose. Ils deviennent renégats parce qu'ils ne peuvent plus contrôler leur soif de sang. Et ils deviennent limite des animaux, des bêtes en rage quoi. Ils cherchent qu'à boire du sang et peu importe le nombre de vies humaines qu'ils vont prendre. Tandis que les vampires ou la Ligue des guerriers ou typiquement Lucan Thorne, lui, eux arrivent à se contrôler, ils boivent du sang que lorsque c'est vraiment nécessaire et par petites doses quoi. Ils essayent au maximum de tuer des êtres humains juste comme ça pour le fun. Voilà la différence entre les deux catégories de vampires. Donc forcément une histoire d'amour va se créer entre Gabrielle et Lucan qui est lui le chef de cette ligue des guerriers. En fait c'est même pas une ligue, elle s'appelle la lignée, hein. Donc il y a 5 ou 6 vampires qui vivent dans une espèce de base souterraine quoi, et Gabrielle va donc les rejoindre et donc petit à petit elle va tomber amoureuse de Lucan va tomber amoureux de Gabrielle. Donc voilà, c'est vraiment une histoire typique de vampire et de romance entre un vampire et une femme humaine. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment le mélange parfait entre Twilight et 50 nuances degrés. Parce que niveau scène de sexe, là-dedans, je peux vous dire que vous êtes servi. Hein. Et vraiment, vous prenez Twilight, vous prenez 50 nuances degrés, hop, et ça crée Le baiser de minuit de Lara Adrian. C'est exactement la même chose. Voilà, donc c'était sympathique. Après j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de clichés, beaucoup de stéréotypes, hein. Lucan qui est mystérieux, brun, grand, baraqué, nanani nanana. La jeune fille humaine qui a peut-être des dons, etc. Oui, parce qu'elle a le don de découvrir où sont les renégats, il me semble. Voilà, beaucoup de stéréotypes dans ce livre, mais bon, ça peut être sympa et ça nous replonge un peu dans une romance vampiresque, si je peux dire. Donc voilà, j'ai plutôt apprécié et je vais lire la suite, sachant que chaque tome est consacré à un guerrier de la lignée. Donc voilà, on verra bien sur lequel ça tombe dans le 2e tome. Voilà, c'est la première fois que je suis ce genre de saga où à chaque tome on suit des personnages différents. Je verrai si j'arrive à rentrer dedans, étant donné que moi je m'attache vite aux personnages et j'ai généralement envie de retrouver les personnages dans les tomes suivants. Mais bon, on verra bien. Ensuite, une amie à moi m'a prêté Je l'aimais d'Anna Gavalda. Alors c'est un tout petit bouquin vraiment minuscule, je l'ai lu en quelques heures, même pas, hein. Ouais, il fait 150 pages. Alors on y retrouve Chloé qui vient de se faire larguer par son mari, avec qui elle a 2 enfants. Et en fait elle va être réconfortée et consolée par son beau-père, donc le père de son mari, Adrien qui s'appelait. Et le père il s'appelait Paul il me semble.
ne sais pas préciser, mais il me semble que c'est Paul. Donc Paul, le père d'Adrien, va essayer de réconforter sa belle-fille Chloé. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre jusqu'ici. C'est seulement quelques jours, hein, il me semble, il n'y a pas de précision sur le temps, mais je pense que c'est seulement quelques jours où Paul va venir vivre avec donc son ancienne belle-fille pour essayer de la soutenir, la réconforter, et petit à petit il va lui livrer sa propre expérience, son propre témoignage. Lui qui a l'habitude, enfin qui est vu aux yeux de tout le monde comme un père un peu strict, un peu bourreau, dictateur, voilà, enfin qui a un petit peu ce rôle là, mais en fait au fur et à mesure des pages on se rend compte que il n'est pas comme ça et que voilà il a voulu, je pense, donner cette image là de lui, et il raconte son histoire, sa propre histoire d'amour, mais pas avec sa femme actuelle, avec une autre jeune femme, puisque Chloé s'est fait quitter donc par Adrien, mais Adrien l'a quitté pour une autre femme. Et du coup, son père essaye d'expliquer à Chloé, entre guillemets, que d'un côté, aujourd'hui, elle va se sentir mal, effectivement, c'est horrible pour elle, mais qu'au fur et à mesure, avec le temps, elle verra que c'est peut-être une bonne décision, parce que regarde Paul, regarde-moi, entre guillemets, ce qu'il lui dit, regarde-moi ce que je suis devenue. Aujourd'hui, je suis avec une femme qui est formidable, admirable, mais voilà, je ne l'aime pas comme j'ai aimé ma maîtresse. Donc en gros, il va raconter à Chloé comment lui n'a pas su faire ce que son fils a réussi à faire. Donc entre guillemets, il se trouve lâche de ne pas avoir quitté sa femme, justement. Alors que certains pourraient penser le contraire. En fait, tout dépend. En fait, voilà, c'est ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est tout dépend de notre perception des choses, notre vision des choses. Est-ce qu'on est lâche de rester avec notre femme au risque d'être malheureux, entre guillemets, toute sa vie, être malheureux soi-même ou rendre malheureux la personne avec qui on est, ou est-ce qu'on est lâche de quitter sa femme, rendre malheureux un certain temps, certes, mais après pour retrouver le bonheur ailleurs, dans de meilleures conditions. Enfin voilà, et j'ai trouvé que ce livre faisait passer un très très beau message. Alors ce livre est très très court, hein, mais ultra efficace. Par contre, j'ai trouvé qu'on n'a pas trop eu le temps de s'attacher au personnage. Donc oui, j'ai trouvé que ce livre faisait passer un beau message. Elle arrivait à expliquer ce qui pouvait se passer, se tramer dans la tête du trompeur, entre guillemets, celui qui trompe. Mais voilà, en gros, le message, moi, de ce que j'en ai compris, c'est qu'en gros, vaut mieux vivre séparés mais heureux que ensemble et malheureux. Voilà, alors après j'ai trouvé que le rythme était plutôt lent, voilà, j'ai bien aimé, mais bon, j'ai pas trop compris tout l'engouement qu'on en faisait autour de ce livre. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus étoffé, ou je sais pas, que ce soit tourné d'une manière différente. Là j'ai trouvé trop rapide à mon goût, et voilà, je sais pas, ça n'a pas été un coup de cœur. Un beau livre parce qu'il retransmet un beau message, mais voilà, sans plus. La dernière lettre de son amant de Jojo Moyes, donc qui a écrit Avant toi. Moi j'ai vu le film, encore une fois, j'ai jamais lu les livres, mais donc j'avais envie de découvrir cette autrice, hein, ouais, j'imagine. Dans ce bouquin-là, alors c'est l'histoire de Jennifer en 1960 qui va se réveiller après un accident de voiture, et elle ne va se souvenir de plus rien du tout. Donc elle va se retrouver dans une maison luxueuse avec un mari qui travaille tous les jours et qui gagne beaucoup d'argent. Enfin voilà, typiquement ce genre de famille de l'époque. Mais au fur et à mesure, elle n'arrive toujours pas à retrouver ses souvenirs, et son mari perd un petit peu patience, elle aussi, et elle sent qu'il n'y a pas d'attachement qui se crée avec son mari, alors qu'en fait elle ne le connaît plus. Elle sent qu'il n'y a rien entre eux, et un jour elle va se décider à fouiller un petit peu la maison, comme ça par curiosité, et elle va tomber sur une lettre qui lui est destinée et qui n'est pas signée par son mari. Donc c'est là qu'elle va comprendre qu'elle avait un amant avec qui elle correspondait régulièrement. Donc on va y découvrir tout au long de ce roman des lettres d'amour vraiment très belles, très touchantes. Franchement, moi j'aurais aimé dans ma vie recevoir ce genre de lettres d'amour. Vraiment, c'est des très belles paroles, c'est vraiment de très très jolies lettres. Et donc 40 ans plus tard, on va donc rencontrer cette fois-ci Ellie, qui elle travaille dans un journal, puisqu'elle est journaliste, et elle est un petit peu talonnée par sa chef pour écrire de nouveaux articles. Donc elle va se diriger aux archives et elle va tomber sur une de ces lettres, justement. Du coup, elle va se mettre en tête de retrouver l'auteur de ces lettres et également à qui elles étaient destinées. Donc elle va commencer à fouiller dans les archives du journal,
Enfin, elle va faire vraiment plein de recherches. Et en parallèle, elle sort également avec quelqu'un qui lui est marié. Donc en fait, à travers de ces lettres, elle va revivre un petit peu son histoire, puisque donc Jennifer qui vit en 1960 entretenait une liaison non permise, voilà, une liaison extra-conjugale avec un autre homme, et elle-même, elle est à la place de la maîtresse cette fois-ci, elle sort avec quelqu'un qui est marié. Donc voilà, elle avait son point de vue à elle et également le point de vue de cette jeune femme qui ne pouvait pas quitter son mari, etc., etc. Donc voilà, elle va un petit peu se reposer, se remettre en question également par rapport à sa relation, sa relation amoureuse avec cet autre homme, voilà, grâce à ces lettres-là. Alors voilà, j'ai été extrêmement touchée par les personnages, que ce soit le personnage de Jennifer et son correspondant qui signe juste par une lettre B. Que ce soit également par Ellie, ses amis et bon, pas son mec, parce que son mec c'est un connard forcément, parce qu'il ne quittera jamais sa femme, hein. De toute façon ça c'est toujours comme ça, hein, dans la vraie vie ou dans les livres, c'est rarement le fait que l'homme quitte sa femme pour sa maîtresse, sauf dans justement Je l'aimais d'Anna Gavalda, mais bon bref. Donc j'ai trouvé les personnages vraiment très touchants. Et en fait, ce qui m'a énormément plu également dans ces lettres, c'est que en 1960, vous savez, c'est un petit peu la condition de la femme est un petit peu rabaissante, dans le sens où c'est l'homme qui travaille, la femme elle reste à la maison. En tout cas pour les familles moyennes. Pour les familles plus riches, la femme, forcément ils ont une femme de ménage, donc elle ne doit pas faire le ménage ni la cuisine, etc., etc. Mais elle doit bien se présenter face à ses amis, elle doit être parfaite aux yeux de l'homme, et par exemple elle doit faire l'amour que quand lui décide, bon bref, que des petites choses comme ça. Voilà, la condition de la femme est vraiment rabaissante à cette époque-là, et au contraire dans ces lettres avec qui elle correspondait, avec ce B, justement B, il ne la rabaissait pas, il la surestimait tout le temps, à chaque fois il la mettait en valeur, il la montait, enfin il la valorisait, voilà, et j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Alors après, donc c'est l'histoire de deux femmes avec 40 années en parallèle, quoi, et voilà, la fin est prévisible, hein, c'est une bonne fin, je vous le dis, c'est une bonne fin, la fin est très prévisible. Mais voilà, j'ai quand même apprécié l'histoire. Après, voilà, je sais pas si j'aurais l'envie de relire un autre Jojo Moyes. J'ai bien aimé cette lecture, mais j'ai trouvé la fin très prévisible. Alors du coup, bah, ouais, allez, peut-être 200 pages avant la fin, je savais déjà comment ça allait se terminer. Et bon, un petit peu déçue par cette fin-là, mais une très belle histoire d'amour quand même. Le roman suivant, c'est Le baiser de la déesse d'Apriline Pike. Alors j'ai acheté ce roman pour plusieurs raisons, ne serait-ce que parce que la couverture est juste magnifique. De deux, Apriline Pike, ce sont mes initiales, AP. Donc voilà, j'avais envie de lire un livre dont l'auteur avait les mêmes initiales que moi. Et Dieu sait que c'est compliqué en AP. Enfin, n'hésitez pas à me dire, tenez, en commentaire, si vous connaissez des auteurs qui ont ces initiales-là, AP. Je serais curieuse de savoir ce qu'il en est. Alors ici on va retrouver l'histoire de Tavia, une jeune fille qui va survivre à un crash aérien dans lequel elle va perdre toute sa famille, ses parents je crois et son petit frère il me semble. Et donc elle va se retrouver à vivre chez son oncle et chez sa tante qu'elle n'avait pas vue depuis très longtemps, donc elle n'avait même pas souvenir de leur visage, ni à quoi ils ressemblaient, ni qui ils étaient, etc. Mais bon bref, en tout cas elle est recueillie par son oncle et sa tante. Quelques mois après ce crash aérien, du coup, elle va suivre un psychologue parce que c'est quand même difficile, enfin c'est quand même une épreuve assez difficile de perdre ses parents, d'être la seule survivante d'un accident d'avion. Donc elle va suivre un psy, elle va être soutenue par son oncle et sa tante, et elle va également se lier d'amitié avec un jeune homme qui travaille à la bibliothèque, avec qui elle éprouve quelques sentiments amoureux. Pour qui plutôt elle éprouve quelques sentiments amoureux. Et quelques mois après donc, cet accident, elle va commencer à voir des choses un petit peu mystérieuses se passer autour d'elle. Elle va voir un jeune homme dans la rue apparaître puis disparaître, des symboles sur des portes, des gens qu'elle voit dans la rue et puis d'un coup disparaissent. Et puis surtout le plus surprenant, c'est qu'elle commence à développer un don, le don de faire apparaître des objets. Elle va commencer à alors se poser des questions, elle va fouiner un petit peu partout et puis elle va se rendre compte qu'en fait son oncle et sa tante ne sont peut-être pas ceux qui le prétendent, et qu'en fait ils savent peut-être des choses sur elle qu'elle-même ne sait pas. Donc elle va prendre la fuite avec son ami là, le bibliothécaire, pour essayer
découvrir un petit peu plus. Donc voilà, on va les suivre à travers d'une course-poursuite parce qu'il y a également des hommes qui la suivent, qui cherchent à la tuer. Son oncle et sa tante qui sont également à sa poursuite, enfin son oncle et sa tante qui sont également à sa poursuite. Voilà, donc elle tente de fuir à tout ce beau monde et en même temps de découvrir le mystère de pourquoi elle a ces dons-là, pourquoi elle voit un homme avec qui elle commence aussi petit à petit à tomber amoureuse. Donc elle a son amie pour qui elle a des sentiments amoureux et en même temps elle sent en elle qu'il y a une attirance pour un autre homme mystérieux qu'elle voit apparaître de temps en temps et qu'elle seule peut voir. Voilà, alors j'ai beaucoup aimé ce premier tome parce que c'est une saga, je sais pas par contre combien de tomes il y aura exactement, mais j'ai trouvé que c'était un tome très très introductif. Il ne se passait pas réellement grand chose, il n'y avait pas d'éléments percutants. On installait les bases de cette saga, de cette histoire-là. Vraiment, ouais, on posait les choses, on posait le cadre. Et la fin était prévisible, mais à 10 000 km, quoi. Vraiment, je savais au milieu du livre sur qui le doute devait se poser parce que vraiment c'était mais que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je suis sûre que ça vous l'aurez compris directement qui est qui à la fin du bouquin. Voilà, mais je suis quand même curieuse de lire en tout du moins le deuxième tome. Je sais pas du tout quand est-ce qu'il va sortir non plus, mais ça c'est une bonne lecture jeunesse, un petit peu fantasy que je peux vous recommander si vous aimez ce genre d'histoire là, un petit peu surnaturelle comme ça. Je vais vous parler donc de la sélection de Kirakas également. Je suis désolée, le soleil commence à partir, alors je suis de plus en plus sombre, mais bon c'est pas grave. Alors je pense que je vais vous en faire un bref résumé parce que ça c'est un livre que vous avez dû voir et revoir sur Booktube. Donc c'est l'histoire de America, il me semble, ouais, America Singer qui doit participer à une sorte de sélection pour à la fin je crois épouser le prince Maxon. Voilà, c'est dans un monde divisé en castes. Elle fait partie de la caste 5, donc vraiment dans les pauvres, il y a 6, 7 et 8 je crois, ça va jusqu'à 8. Et elle est amoureuse d'un jeune homme de la caste inférieure. Donc elle aimerait se marier avec lui, mais bon voilà, comme ils font pas partie de la même caste, forcément elle ça va la reléguer à la caste inférieure. Donc ses parents ne voudraient pas, lui-même ne veut pas ça pour elle. Donc elle va quand même décider de participer à la sélection et tout en se disant que le prince Maxon c'est un connard fini. Et en fait elle va le rencontrer et elle va se dire qu'en fait il est pas si connard que ça et va se lier d'amitié avec lui. Donc la sélection c'est quoi? C'est une trentaine de jeunes filles qui se présentent pour avoir la chance et l'opportunité de se marier avec le prince Maxon et du coup aller tout en haut de la pyramide sociale entre guillemets. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, franchement par contre c'est très jeunesse hein. Mais ça détend, franchement entre deux lectures compliquées ça vide l'esprit, ça détend, c'est très fluide, c'est très agréable. Kirakas a vraiment une plume qui se lit très facilement, pas de prise de tête, très très bien et du coup j'ai même acheté le deuxième tome. Et on va finir par Le règne de Maxime Chatham. Première lecture de Maxime Chatham et j'ai beaucoup aimé, à savoir que Le Cinquième règne c'est son premier roman, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est vraiment son tout premier roman. Et alors là pour vous expliquer l'histoire ça va être compliqué. C'est l'histoire de 5 adolescents qui vivent dans une petite ville un peu perdue il me semble, qui vont tomber sur un vieux grimoire dans le grenier du grand-père d'un des petits garçons qui s'appelle d'ailleurs Sin. Voilà, Sin, Shun, je sais pas trop comment on dit en anglais, à la française, bref, comme vous voulez. Donc Sin, ça va être le leader un petit peu de ce groupe-là et en fait ils vont donc découvrir ce grimoire-là, ils vont commencer à l'ouvrir, à lire les pages et en fait à chaque fois c'est écrit ne lisez pas ce roman, ne lisez pas, si vous le lisez vous allez mourir, etc. etc. Ils décident quand même de l'ouvrir, ils décident d'en lire la suite et là, catastrophe, plein de choses surnaturelles et absolument flippantes commencent à leur arriver. Il y a des hommes complètement mystérieux qui font peur à tout le monde qui arrivent dans la ville. Il y a des meurtres d'enfants qui n'arrêtent pas de se produire et qui sont absolument atroces et absolument sanglants. Et même dans la description, parce qu'il décrit en plus hein, comment ils meurent. C'est vraiment pas Jojo, hein, j'ai envie de vous dire. Limite j'avais des images, parce que moi j'aime beaucoup les films d'horreur. Alors j'arrivais très bien à imaginer comment mouraient ces jeunes garçons. Et franchement ça me fait vraiment flipper.
Les 5 adolescents vont donc décider de faire une séance de spiritisme, sauf que cette séance de spiritisme va leur ouvrir les portes d'un autre monde auquel ils n'auraient pas dû avoir accès, et ça va faire entrer des âmes maléfiques entre guillemets qui, grâce à ces portes ouvertes, vont les méchants entre guillemets de l'histoire. Je peux pas trop vous expliquer, c'est vraiment difficile à raconter cette histoire, mais ces méchants vont réussir à trouver la trace de ces enfants qui détiennent le bouquin, qui est la clé de tout en fait. Ils vont les retrouver beaucoup plus facilement parce qu'ils ont ouvert ces portes là. Et à côté de ces méchants bonhommes, il y a aussi un homme absolument terrifiant, c'est celui qui m'a fait le plus peur de tout le livre. Qui est lui un petit peu le sous-fifre en fait des hommes méchants, mais qui est pour moi en tout cas 10 fois plus dangereux que tous les autres. Rien que par sa description physique, il vous glace le sang. Autant vous dire que c'est lui qui assassine les jeunes garçons. Et il est absolument sanglant, effroyant ce bouquin. Franchement, je l'ai fini tard dans la nuit et je peux vous dire que j'avais les pétoches. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça change complètement des lectures que j'ai pour habitude de lire. Voilà, c'est vraiment original tout ce qui est spiritisme, les sciences occultes, etc., etc. Enfin, vraiment, c'est... Les bonnes histoires d'enfants quand on se fait peur, vous savez, en colonie de vacances, c'est typiquement ça, mais en 10 fois plus trash. C'est un mélange de thriller, de magie, de pouvoir psychique, de plein de choses. Vraiment, on se dit, mais comment ils vont réussir à s'en sortir, quoi. Vraiment, j'ai adoré, je peux que vous recommander. C'est un premier tome, et ma première lecture de Maxime Chatham, mais j'ose même pas imaginer la suite de ces bouquins, tellement celui-ci, j'ai trouvé qu'il était extrêmement bien fait, quoi. Le rythme il est rapide, saccadé et il nous tient en suspense vraiment tout le temps. On n'en peut plus. On finit le livre, ça y est. Ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup de suspense, parce qu'on a envie de savoir comment ça va se passer. Enfin vraiment il fait passer par toutes les émotions cet auteur-là, surtout dans ce bouquin-là, tout du moins. Voilà, j'arrive pas à expliquer correctement ce livre, mais je vous recommande de lire, vous comprendrez mieux par vous-même. Et voilà, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de livres non plus. J'ai encore fait une vidéo de 30 minutes, j'espère que je vais arriver à couper un petit peu au montage parce que ça fait un petit peu trop long. Mais bon, quand je commence à parler d'un livre, et ben forcément je m'emballe, j'ai envie d'en dire plein de choses et bon, faut quand même que je me limite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez lu les livres que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires, on pourra partager tout ça ensemble. Et puis n'hésitez pas à me dire également quelles sont vos lectures actuelles. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt, salut!